on va donc parler aujourd'hui des technologies de déception. C'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé dans ces petits déjeuners in Cyber by FIC. Et l'idée, c'était un petit peu de se demander en quoi ces technologies pouvaient éventuellement représenter, on parle souvent comme de l'avenir de la cyberdéfense. Alors, qu'en est-il? Qu'est-ce que c'est? Comment on s'en sert? À quoi elles servent? Quel est l'avantage elles représentent? Quels enjeux aussi elles représentent? Voilà, c'est toutes ces questions qu'on va se poser aujourd'hui. Avec peut-être la première question, comme on le fait souvent ici, on commence par peut-être revenir au début du sujet et de se demander qu'est-ce que les technologies de déception. On a souvent pas mal de termes en tête quand on en parle. On pense à la tromperie, on pense au leurrage, mais finalement, qu'est-ce que la déception? Comment ça fonctionne et sur quels principes elle repose? Oui, alors bonjour. Peut-être pour revenir au basique, effectivement, et sur la déception, si on considère que la cyberdéfense et toutes les activités de cybersécurité, finalement, on peut faire un parallèle avec la guerre, hein, on parle beaucoup de cyberguerre. Si on regarde l'arsenal qui est disponible au niveau du défenseur, une des rares tactiques militaires qui n'est pas utilisée, c'est effectivement le leurrage, ou peu utilisé en tout cas. Alors que dans le domaine militaire, c'est quelque chose qui est extrêmement important, on se rend compte que c'est assez peu utilisé. Donc la déception, hein, c'est quoi? C'est effectivement tromper l'adversaire, donc en l'occurrence les cybercriminels ou les hackers, lui faire croire qu'il arrive dans le système d'information et finalement avoir de manière très simple, si on synthétise, ça apporte deux avantages. Le premier, c'est que pendant que quelqu'un s'attaque au leurre, il ne s'attaque pas au système d'information. Donc finalement, on détourne son énergie, on détourne son attention. Ça, c'est le premier avantage. Le second, c'est qu'en fait, ça va l'obliger à se découvrir. On va voir quelle technologie il met en œuvre, quelle vulnérabilité il exploite, quel chemin il suit. Et du coup, fort de ces informations-là, on peut réagir sur, cette fois-ci, le vrai système d'information pour pouvoir le protéger, pour pouvoir justement rendre inefficaces ces attaques. Et l'intérêt, je pense qu'on reviendra dessus, principal, c'est probablement la seule technologie de cyberdéfense qui permet de redonner l'avantage aux défenseurs. Oui, en effet, on reviendra sur ce point qui est important. Donc, en fait, finalement, c'est donner à l'attaquant une fausse perception de la surface d'exposition. Et c'est, alors peut-être que Sabri, vous pourrez nous en dire plus. On a donc des vrais et des faux actifs qui peuvent éventuellement cohabiter. Oui, pour revenir sur, je dirais, les premiers domaines d'application des leurres ou des... J'appelle ça plutôt leurre, j'aime pas. 2000, je reprends juste note, en 2011. Juste en fait, après les fuites de Wikileaks, le DARPA avait financé un projet qui consistait à mettre en place des outils qui génèrent du document classifié à la volée, qui le ciblent en termes de distribution dans les armées, et ensuite savoir qui remonte, en fait, d'où viennent les fuites au niveau du DARPA. Bon, le projet a été financé, on n'en a plus entendu parler, on se demande pourquoi. Bref. Mais sinon, je suis d'accord sur le principe des leurres, c'est quelque chose qui fait, je dirais que ça existe bien avant la guerre aussi, hein, c'est un outil juste important, puisqu'il permet d'emmener, on va dire, l'attaquant ou l'adversaire, que ce soit en cyber, on attaque vers des endroits où on veut l'emmener pour essayer de lui faire quelque chose. Alors, on a dit pour la partie protection, mais il faut aussi, il y a aussi un autre cas d'usage associé au leurre, c'est finalement de comprendre ce que cherche l'attaquant. Bon, ça, c'est un niveau après, c'est un niveau de maturité supplémentaire, parce que le premier réflexe qu'on a lorsqu'on a une attaque, c'est de couper. Mais dans la posture, des fois, il faut savoir aussi, lorsqu'on sait que la personne est dans la place, de savoir finalement qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il cherche. Et donc, les leurres permettent aussi d'aller récupérer ce type d'informations pour un peu profiler l'attaquant. Donc, ça mène aussi une meilleure connaissance de l'attaquant, de ses modes d'opératoire, etc. Alors, vous disiez quand l'attaquant est dans la place, justement, quelle forme ça peut prendre? Alors, on connaît Léonipod, Léoninet, Léonie Credentials et tout ça qui était un petit peu l'ancêtre de ce qu'on connaît aujourd'hui en matière de déception moderne. Concrètement, quelle forme ça peut prendre une déception, alors? Ça peut prendre tout ce qui peut être émulé dans un système d'information, finalement. Ça peut aller d'un compte utilisateur. Je donne un exemple tout bête. Hein,
c'est un exemple que j'adore. On a beaucoup, par exemple, de fuites de CRED qui se passent sur Internet. Hein. Vous récupérez déjà tous les identifiants de vos utilisateurs qui sont dans ces bases de CRED. Si vous avez dans votre système d'information, je dirais, des tentatives d'authentification avec ces CRED, et d'autant plus si les employés ont quitté l'entreprise, il y a un petit souci. Donc ça, c'est une technique de l'heure qui, enfin, on va dire, c'est un sous-ensemble de l'heure pour aller faire de la détection sur je dirais, sur des artefacts qui existent sur Internet. Et ça peut être aussi des fichiers. Je parlais tout à l'heure de l'exemple du DARPA où on va diffuser de faux documents pour savoir finalement d'où vient la fuite et qui on est à la source. On peut avoir des applicatifs, on peut avoir de l'Active Directory, on peut avoir ce qu'on veut. Oui, effectivement, ça va assez loin. L'idée, c'est d'émuler, de créer un faux système d'information qui ressemble le plus possible au vrai. Et donc, effectivement, on va avoir des fichiers, des services, on peut avoir des serveurs VPN, on peut avoir évidemment des machines Windows, des serveurs, des machines Linux, etc. On peut avoir des équipements OT, hein, on peut émuler du Triconex, du S7, du Modbus, enfin plein de choses. L'idée, c'est vraiment d'être au plus proche de la réalité, quelque chose qui puisse effectivement attirer l'attaquant et faire en sorte qu'il pense être sur un vrai système d'information. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et du coup, on est dans une technologie qui génère très peu de faux positifs. Parce que si quelqu'un est sur l'environnement de déception et qui commence à manipuler, par exemple, un système Triconex, on peut très raisonnablement estimer qu'il n'est pas bien intentionné. Voilà. En effet. Et donc, en gros, comment les technologies de déception modernes se distinguent de ce qu'on connaît tous un petit peu, justement, les Honinet, etc., qui finalement étaient assez statiques et très réactifs. Comment les technologies modernes se distinguent de ça? Alors, il y a deux aspects. Hein. Les technologies modernes, elles ont évolué dans deux sens. Le premier, c'est effectivement d'être capable d'avoir quelque chose de vivant, de récupérer du trafic, de récupérer des actions, parce que un des problèmes du leurre, c'est qu'il est statique, effectivement. Et si l'attaquant se trouve dans un environnement où il se passe rien, il peut effectivement détecter qu'il est sur un leurre et donc arrêter son attaque et utiliser d'autres méthodes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les environnements de déception maintenant sont beaucoup plus réactifs. C'est-à-dire qu'ils sont capables, via des mécanismes de scénario, d'intelligence artificielle, de pouvoir réagir et du coup de pouvoir prendre des actions directes sur le système d'information pour éviter une attaque ou en tout cas que l'attaquant exploite une vulnérabilité, par exemple. On peut réagir très vite et mettre en place des mécanismes de virtual patching qui vont protéger finalement le système d'information. L'idée, c'est de dire que ces systèmes-là ne sont pas réservés uniquement aux grosses structures qui ont des SOC et des analystes et qui peuvent effectivement, en fonction de ce qui se passe sur l'environnement de déception, prendre les actions adéquates dans l'environnement réel. Alors, il y a des limites à ça, bien évidemment, mais les recherches et les évolutions sont essentiellement dans ce domaine-là. Et il y a des mécanismes qui permettent de lier des équipements réels à l'environnement de déception pour justement générer du trafic, générer des actions, générer des fichiers, par exemple, hein, pour avoir une activité et pour simuler au plus près l'environnement réel. En fait, je dirais qu'il y a deux grandes catégories d'approches dans tout ce qui est deception. Il y a ce qu'on peut appeler ce qui est vraiment intégré au SI existant. Donc là, on va être vraiment des composants actifs dans le SI, on va interagir avec le SI pour générer des choses, pour collecter du trafic. Mais il y a aussi la deuxième approche qui est vraiment de construire un système d'information complet. Et là, le challenge, c'est de générer le trafic. Et le deuxième challenge, et pour moi, c'est la composante essentielle d'un leurre, c'est comment amener l'attaquant dans ce monde-là de manière le plus légitime, parce que c'est ça l'enjeu. Il est là, parce que si on met en place quelque chose et que l'attaquant n'y va pas, on a perdu du temps et des moyens. Donc il y a un vrai challenge sur cette partie-là. Et justement, comment on fait pour attirer l'attaquant dans le bon leurre, au bon endroit, au bon moment? Il y a beaucoup de façons de faire. On reste on va dire potentiellement, hein, évidemment. En fait, le sujet, c'est déjà, pour commencer, il faut bien comprendre le mode de fonctionnement des attaquants, surtout sur deux paramètres importants qui sont l'accès initial et la latérisation. Donc, c'est ça qui, en fait, l'objectif finalement du leurre, c'est de détecter l'attaquant le plus tôt
possible dans la kill chain. Et donc, les deux phases les plus importantes de la kill chain, c'est on passe la partie reconnaissance, mais au niveau de la dimension active de l'attaque, c'est l'accès initial plus l'atterrissage. Et donc, il faut lui donner, là on revient sur le pot de miel, hein, il faut lui donner des éléments pour ça. Donc ça peut être, j'ai cité tout à l'heure l'exemple des crêtes qui ont fuité. On peut monter aussi un système d'information avec quelque chose de tout simple, surtout que c'est à la mode actuellement, Outlook Web Access avec ces credentials-là. On peut créer potentiellement, ça reste toujours potentiellement, des faux profils sur LinkedIn. On peut faire ça, on peut aller jusqu'à ce niveau d'action. Alors, voilà, il faut donner de la matière aux attaquants pour venir. Je donne des exemples. Par exemple, je donnais tout à l'heure l'exemple du faux profil LinkedIn où on pourrait pousser des solutions, voilà, potentiellement vulnérables, et que l'attaquant irait chercher. On pourrait faire des offres d'emploi. D'ailleurs, j'en ai vu une il n'y a pas longtemps qui est passée avec le niveau de détail sur des solutions techniques, avec des produits de sécurité, avec des versions dans cette offre d'emploi. Moi, je n'ai pas osé contacter l'entreprise en question, mais je le ferai un jour. Mais je me dis, ça a l'air d'un leurre, quoi. Donc, voilà, c'est tous ces techniques d'incitation. Ça peut être des clés d'API qu'on pousse sur GitHub, par exemple, pour du AWS. Bien sûr, après, faut travailler ça. C'est là où les nouvelles technologies viennent, où ils vont faire tourner ces clés-là pour donner une vie, pour simuler la vie réelle. Donc, il faut que ces clés soient changées. Si c'est une clé qu'on pose sur GitHub et qu'elle est là depuis 2 ans, il y a de fortes chances que la clé ne soit plus active. Et du coup, il faut superviser ces clés-là, il faut superviser les composants. Voilà. Il y a plein de choses et il faut juste comprendre comment fonctionnent les attaquants pour aller déposer ces éléments pour la pâter. Oui, c'est exactement ça. Hein. Il y a une compréhension du monde de la cybercriminalité à avoir pour pouvoir les attirer sur le leur, en fait. Hein. Très très concrètement, ça peut être effectivement aussi mettre des liens sur des ressources via des sites web, par exemple, ou des choses de ce type-là. Alors, effectivement, les réseaux sociaux professionnels sont d'une aide précieuse dans le domaine. Hein. Les annonces d'emploi, un certain nombre de choses comme ça qui vont permettre d'attirer les gens. Finalement d'attirer leur attention, et effectivement les credentials qui ont fuité, là aussi on se rend bien compte qu'il n'y a pas de faux positifs. Quelqu'un qui réutilise ces credentials là, il a forcément des mauvaises intentions. C'est pas une erreur, c'est pas quelqu'un qui se trompe de mot de passe. On est bien dans ces conditions-là. Donc effectivement, ça permet de tout de suite avoir un flag qui se lève et savoir que cette personne-là, elle est effectivement mal intentionnée et de pouvoir réagir vite. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est exactement ce que disait Sabri. Ça permet d'avoir une détection précoce au niveau du système d'information. Et finalement, c'est un des enjeux de la cyberdéfense. On le sait tous, hein, entre la primo-infection et la détection, voire l'attaque quand on n'a pas réussi à détecter, il se passe quand même un temps relativement, qui peut être plus ou moins long, mais qui en général plusieurs jours, voire plusieurs semaines dans certains cas. Et donc c'est très intéressant d'avoir cette détection précoce parce que on va limiter l'impact, on va même ne pas avoir d'impact du tout. Si on se place dans l'hypothèse où on a un attaquant qui atteint l'heure et qui mène un début d'attaque, quand on s'en rend compte, on réagit sur le système d'information réel. Et du coup, il y a zéro impact, quoi. Il y a eu juste quelques minutes de temps pris, et c'est la situation idéale, quoi. On minimise complètement les conséquences d'une attaque et finalement, ça passe inaperçu au niveau du système d'information, ce qui est bien le but de la cyberdéfense, en fait. Oui, tout à fait. Donc finalement, ça, si on parle peut-être des avantages opérationnels que vous avez finalement mentionnés déjà un petit peu, mais donc ça réduit le temps de détection. Et quels apports ça peut avoir dans la réponse, par exemple ? La réponse, elle est ciblée. À partir du moment où on connaît exactement le chemin et les méthodes que va utiliser l'attaquant, on va pouvoir faire une réponse ciblée et du coup, elle va prendre beaucoup moins de temps. Plutôt que de patcher sur l'intégralité des vulnérabilités qui puissent exister, même si c'est une bonne pratique que je recommande à tout le monde, si on sait quelle est la vulnérabilité exploitée par l'attaquant, on va pouvoir patcher celle-ci immédiatement. Ça veut dire qu'en termes on va pas perdre de temps, ça va être plus rapide à exécuter, on ne va cibler que les machines concernées, et donc il y a un gain de temps énorme et on est efficace tout de suite. Ça veut dire que on est en situation de protection, c'est-à-dire qu'on casse la chaîne d'attaque très rapidement, et là encore on gagne du temps et on est beaucoup plus efficace. En fait, d'un point de vue purement opérationnel, c'est un point qui est important, il faut vraiment revenir sur
quel est le use case en fait de la deception. Donc effectivement, le premier, comme on l'a dit, c'est la partie détection. Le deuxième, c'est comprendre l'attaquant, mais il faut aussi comprendre que leur utilisation, c'est vraiment pour lorsqu'on est dans une situation d'attaque ciblée. Ça, c'est la première chose. Donc ça c'est et le deuxième cas d'usage, c'est sur la deuxième typologie d'attaque, qui sont un peu les attaques opportunistes. C'est aussi de comprendre d'où vient. Mais donc ça, et du coup, ça vient en complément de tous les dispositifs existants. C'est un point qui est essentiel à comprendre. Ça ne va pas remplacer les composants. Juste pour revenir sur le sujet de la qualité, moi, je dis toujours un SOC aujourd'hui, 90% de ce que traite un SOC, c'est du bruit. Et le 10%, je suis un peu plus positif en disant ça, mais les 10%, c'est potentiellement des vrais incidents. Là où, avec Deception, on va inverser cette tendance, où on va dire que les 90% de ce qui est généré par à l'heure en interne relève d'un vrai incident. Les 10% qui restent, c'est ce que j'appelle moi les utilisateurs un peu curieux. Vous avez toujours des utilisateurs qui vont cliquer sur toutes les arborescences du répertoire parce qu'ils ont que ça à faire. Bref, donc ils vont cliquer, ils vont chercher. Donc à un moment, ils vont tomber sur le truc et ça va faire sonner au SOC. Donc c'est pour ça que voilà, je laisse un peu. On n'est pas à 100%. Donc ça reste complémentaire par rapport à tout le dispositif existant. Et comme on disait tout à l'heure, ça permet aussi de, je dirais, alors moi je suis plus dans la logique de comprendre les objectifs de l'attaquant, plus de le bloquer, parce que de toute façon, si on le bloque tout de suite, il revient, il y a forte chance qu'il reviendra et on va tourner en rond pendant un bon bout de temps. Donc le sujet, c'est de comprendre quel est son objectif et d'analyser ça et travailler potentiellement avec les autorités sur ces sujets-là, parce que dans certains contextes, on peut être dans des situations un peu sensibles. Et alors ça, justement, vous dites qu'il faut pouvoir travailler avec les autorités, il faut pouvoir traiter et exploiter les résultats de toutes ces alertes. Ça demande quand même des ressources à la fois humaines, techniques, organisationnelles qui ne sont pas négligeables. Est-ce que ce type de solution, du coup, est vraiment adapté à tout type de structure, à tout type de SI aussi, peut-être ? Alors tout type de SI, oui, tout type de structure, probablement pas. Effectivement, c'est pas quelque chose qui va fonctionner de manière complètement automatique, même si on fait des progrès dans le domaine. Il y a déjà effectivement, comme le disait Sabri, le choix stratégique. Est-ce que j'arrête tout de suite l'attaquant parce que ma priorité c'est de maintenir l'intégrité des données et des systèmes d'information, ou est-ce que je le laisse progresser un peu parce que ma priorité c'est de définir quel est son objectif et de savoir un peu quelles sont ses motivations et peut-être de remonter jusqu'à l'origine de l'attaque. Voilà. Donc ça, c'est des choix qu'on fait et qui vont changer un peu la manière dont on va exploiter la solution. Donc de toute façon, les technologies déceptives, c'est pas quelque chose qui va effectivement tout remplacer. C'est quelque chose qui vient en complément et plutôt en complément d'organisations de type SOC. Donc on s'adresse quand même à des structures qui sont capables d'avoir un SOC plus ou moins important, plus ou moins qui va plus ou moins profond, qui peut éventuellement être relayé par des ressources extérieures. Hein. Il y a des gens qui ont un SOC qui font plutôt le niveau 1 et puis qui relayent derrière. Enfin voilà. Mais effectivement, ça s'adresse à des gens qui ont déjà une maturité au niveau de la cyber relativement élevée, ça c'est clair, et deux qui ont quand même des équipes en interne à minima pour pouvoir vraiment tirer la quintessence de ces solutions-là. En fait, je dirais. Adopter ce type de techno, c'est aussi c'est une doctrine en termes d'approche, en termes de stratégie de détection de réaction. C'est-à-dire que c'est pas, aujourd'hui, je dirais que la détection, tout ce qui est IPS, IDS, aujourd'hui c'est du commodities. C'est pas, faut pas le voir négativement. Hein, les technologies sont matures aujourd'hui, hein, donc ça avance. Donc du coup, aller étendre étendre son arsenal, ça relève de la doctrine. Aller sur des leurres, c'est aussi une posture en termes de cyberdéfense. Et donc, comme tu l'as dit, effectivement, il faut un certain niveau de maturité. Alors, je dis pas, alors moi, je m'utiliserai le propos sur le CyberSOC, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut déployer quelques leurres, en tout cas des quelques leurres facilement, sans forcément investir énormément. Après, se pose la question d'administrer ça et de le gérer dans le temps. C'est là où les technos arrivent et amènent cette automatisation. Mais voilà, ça relève plus de la doctrine, de la stratégie détection et réaction de l'organisation.
Et donc, oui, donc finalement, plutôt pour des grosses entreprises déjà matures, on l'aura compris. Et Sabri, du coup, sur les environnements OT, quelle est un petit peu la particularité finalement de ces, Voilà. de ces Alors, technologies pour oui, ces alors oui, ça environnements? expliquera peut-être pourquoi je suis là aussi. Alors, en fait, bon, déjà, moi, les sujets de détection, je pense que j'ai dû installer mon premier IPS ou IDS et activer, ça date de 2003-2004. J'ai regardé tout à l'heure. Donc c'est un sujet de la détection, c'est un sujet, voilà, ça fait à peu près 20 ans que j'y suis. Et en fait, pourquoi dans l'environnement industriel, ça amène vraiment une valeur? Mais quand je dis industriel, pas que les usines, on parle industriel au sens, on en parlait, c'est aussi la santé, la GTB, la GTC, tous ces composants qui sont assimilés à l'industriel, des navires, voilà, c'est des exemples. Donc pourquoi? En fait, c'est des systèmes qui ont été pendant des années, je dirais, autonomes. Donc la cyber n'était pas un sujet. Bon, on parlera de Stuckness, mais pour moi c'est un épiphénomène. Mais c'était à l'époque c'était des systèmes qui n'étaient pas connectés. Et du coup, aujourd'hui on les connecte de plus en plus. Donc on remet, on va dire, on expose toutes les vulnérabilités de ces systèmes-là. Et donc aujourd'hui, remettre ces systèmes à un niveau de sécurité acceptable, ça va prendre du temps. Genre, le cycle de vie d'une usine, c'est 20-30 ans. On a dans des usines, on a les systèmes qui pilotent et qui supervisent la production. On a de l'infra, IT, de l'Active Directory, de la virtualisation, hein, faut pas croire, c'est moderne aussi une usine. On a des Active Directory, on a du cloud, voilà, c'est une entreprise à part entière. La chose qu'on n'a pas, c'est la messagerie, mais ça je la laisse à ma collègue qui s'en occupe très bien. Bref, donc on a tous ces composants et du coup tout ce qui est la partie applicative, cloud, infra, on arrive à les moderniser parce que c'est des composants qui ont des cycles de vie à peu près en moyenne tous les 5 ans, on a un refresh de ce parc. Par contre, pour la partie usine, ça peut prendre 20, 30 ans. C'est-à-dire que moi, on a des fours qui ont été construits pour durer 20 ans et les systèmes de pilotage du four ont été conçus pour ce four-là. Donc, changer le système de pilotage du four qui est aussi des applis, des capteurs, des PC, des serveurs, c'est compliqué. Donc, ça va prendre du temps. Et du coup, qu'est-ce qui nous reste finalement dans l'arsenal? Si on prend le NIST, ce qui nous reste, on va s'appuyer sur la partie détection. Donc, il faut qu'on soit capable de détecter vite toute attaque, enfin en tout cas toute tentative d'attaque et répondre très vite. Et du coup, c'est là où les technologies type Deception viennent en fait améliorer cette capacité de détection et avec les effets d'automatisation amener la partie réaction, comme dit isolation, coupure ou autre, si c'est nécessaire. Christophe, je crois que vous me dites aussi, j'imagine que vous avez parmi vos clients aussi des grosses entreprises qui ont les mêmes enjeux. Comment vous voyez justement l'apport que les technologies de déception peuvent apporter au monde de l'OT? C'est exactement ça. Effectivement de l'informatique comme l'IT, mais dans un contexte qui est très différent. Et très différent à plusieurs niveaux. Tu l'as dit dans les cycles de vie, quand on achète un outil de production, on l'achète pour 15, 20, 30 ans. Si on se passe dans le monde nucléaire, on est plus à 60 ans. On comprend bien que 60 ans à l'échelle de l'informatique, ça n'a pas de sens. On est sur des équipements qui sont plus qu'obsolètes, plus maintenus. Enfin, c'est des passoires en termes de sécurité. Donc, il y a ce premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'on est dans un monde qui est assez frileux à l'intrusion. C'est-à-dire qu'on ne met pas facilement des équipements en coupure dans ce monde-là, pour plein de raisons, qui sont des bonnes raisons, et donc il faut trouver d'autres solutions. Donc ce qui fait que on n'est pas trop dans le monde de la protection, même si on en fait, et on est effectivement beaucoup dans le monde de la détection. La détection, il n'y a pas 50 000 solutions, il y a effectivement des choses qui s'approchent de l'IDS IPS, c'est une première méthode, et aujourd'hui on va aller beaucoup plus loin, et donc ce beaucoup plus loin, il est apporté par la déception, qui permet d'avoir un mode de détection très rapide des attaques et du coup de réaction sans être intrusif. Et ça, c'est extrêmement intéressant et c'est une des raisons principales pourquoi la déception est beaucoup plus utilisée dans le monde OT, on va dire au sens large, parce qu'effectivement, ça peut concerner typiquement les hôpitaux. Il y a énormément d'objets connectés dans les hôpitaux, avec des problématiques très similaires à l'industrie, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas trop toucher les équipements de type informatique qui sont packagés avec une IRM, un scalaire, une pompe à insuline, des choses comme ça. Pour autant, il y a des problématiques de sécurité dans ces environnements-là. Il y a de l'infrastructure et donc la détection précoce et la déception est une solution très, très intéressante dans ce domaine-là. Ça ne va pas tout remplacer, encore une fois, mais c'est quelque chose qui apporte une amélioration nette des capacités de détection et du coup de la capacité de cyber-résilience.
En fait, si on prend un peu l'histoire des technologies deception, c'est à peu près, je pense ça doit être en 2018-2019, ça a été énormément à la mode. On en a parlé beaucoup. Et en fait, on en parle beaucoup moins à peu près en fait, c'est l'EDR qui a, en toute transparence, on va dire la technologie EDR qui est actuellement la mode, moi, je fais XDR maintenant parce que ça a évolué. Donc, en fait, ces nouvelles technologies ont un peu masqué les capacités sur la partie. Je remets pas en question ces technos-là, mais du coup, c'est passé en dessous du radar. Mais on voit par contre aujourd'hui qu'on arrive à une certaine limite dans les EDR, puisqu'on arrive aujourd'hui à contourner les EDR. Il ne faut pas aussi penser que c'est la solution miracle. Il y a des techniques qui sont connues, documentées, voire même inconnues encore et qui vont continuer à exister. Donc, on sait contourner des EDR et donc avoir ces systèmes-là, on parlait des IPS, enfin des IDS qui sont pas en coupure du trafic, ces leurres-là, c'est des choses qui vont aussi amener une capacité de détection complémentaire. Parce que, tout à l'heure, je parlais dans les attaques ciblées et notamment potentiellement étatiques, c'est des personnes qui ont quand même des techniques très avancées. Donc, ils ont des capacités de contournement de ces solutions-là. Donc, il faut accepter ça. Et ensuite, une fois qu'on a accepté ça, on se dit, bon, finalement, qu'est-ce que je peux... Et du coup, avoir des systèmes en parallèle de détection qui sont pas en coupure, et là, je parle pas que des sessions, je reviens vraiment au bon vieux IDS à l'ancienne, et ces technologies-là, un peu en parallèle, vont permettre d'adresser ce use case qui est les attaques ciblées et qui peuvent passer en dessous de beaucoup de radars des solutions aujourd'hui existantes de protection. Oui, puis c'est ce que vous disiez. Donc, finalement, c'est un mix de solutions parmi lesquelles la détection serait un des outils dans une boîte à outils un peu plus large. Et puis, on en discutait aussi avant, Sabri, mais il y a une question de le retour sur investissement aussi qui est rapide. Le problème, mais en tout cas, le challenge à relever, on va dire ça plutôt comme ça, sur la partie deception, c'est que ça peut être là pendant très longtemps et ça coûte de l'argent. Donc, du coup, le ROI est compliqué. Et c'est là où on revenait tout à l'heure, c'est toutes les organisations ne sont pas capables aujourd'hui d'aller vers cette technologie-là, mais je pense que ça va de plus en plus se démocratiser. Mais oui, il y a un sujet de c'est quoi le retour d'investissement. Après, le retour, le jour où ça sonne, là on l'a, ça c'est sûr. Mais d'ici là, comment expliquer l'investissement? Et c'est là où il faut, comme l'a dit juste avant, il faut un certain niveau de maturité de l'organisation, même pas que de cybersécurité, l'équipe cybersécurité, mais aussi le management de l'organisation. Il faut qu'il soit sensible à ça. Et le problème qu'on a d'un autre côté, c'est que si on fait du deception, il ne faut pas trop en parler. C'est le problème. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre entre j'en parle et j'avance sur certains sujets et finalement, est-ce que tout le monde doit le savoir? Si je reviens par exemple à mon exemple du faux profil LinkedIn, il faut que pour que le profil soit quand même crédible, il faut qu'il ait des contacts. Bon. Et il faudrait c'est la première élément. Aussi, après, on peut détourner le truc. Si on fait un profil d'un jeune sorti d'école, jeune diplômé sorti d'école, il est possible qu'il n'ait pas beaucoup de contacts, ce qui est normal. Donc, il y a des techniques, on peut toujours trouver, mais néanmoins, pour qu'il soit crédible, il faut qu'il soit en contact avec un certain nombre de personnes critiques dans l'organisation. Le directeur des infrastructures, potentiellement le DSI. Donc, ça veut dire que c'est des personnes, pour accéder ce faux profil comme contact LinkedIn, il faut qu'ils le sachent. Bon, sinon, ça peut être le cadre de la sensibilisation. Vous voyez vos utilisateurs qui acceptent systématiquement les gens. Ça, c'est un autre sujet. Mais il y a ce sujet, voilà. Donc, il y a dans l'organisation des gens qu'il faut qu'ils soient informés de l'existence de ces techniques, de ce dispositif-là, mais pas trop de personnes. Sinon, le dispositif ne vaut plus rien. Donc, voilà, il y a plein de variables. On joue sur le retour sur investissement, sur comment on sensibilise les personnes là-dessus, sur l'efficacité. C'est un vrai sujet. Alors oui, le sujet du retour sur investissement dans le monde de la cybersécurité, il ne concerne pas que la déception. C'est un vaste sujet et il y a plein de technologies effectivement qui peuvent sembler trop coûteuses tant qu'elles ne sont pas déclenchées. On peut parler du sandbox par exemple, c'est la même chose. On peut mettre à tourner un sandbox pendant 6 mois et il ne se passe rien.
le jour où il arrête le ransomware, bon, ça devient beaucoup plus intéressant et on comprend sa valeur. La déception, c'est un peu la même chose, effectivement. De toute façon, ce qu'il faut voir, c'est que malheureusement, en cybersécurité, il n'y a pas de technologie miracle et je pense qu'on n'est pas prêt de la trouver. Donc, il y a un ensemble de technologies qui permettent de maintenir une posture de sécurité avec un risque résiduel acceptable. Et ça, ce niveau de risque résiduel, il est acceptable, il est complètement dépendant de l'entreprise, du contexte et de l'appétence au risque des responsables également. Mais effectivement, ça, c'est une problématique générale et ça fait partie d'un arsenal qui permet de couvrir certains domaines qui ne sont pas couverts par les autres technologies. Donc ça, c'est intéressant et c'est en ce sens-là où ça va avoir un apport. Alors effectivement, après se pose la question comment un responsable sécurité peut justifier l'acquisition de ce type de technologie auprès d'un COMEX. Là, je pense qu'il faut en discuter et c'est toujours le problème de ces solutions. On est dans une posture effectivement qui s'approche des postures d'assurance. Est-ce que j'assure ou est-ce que j'assure pas? C'est tout le problème du ROI. Je dépense X, effectivement, si je ne détecte rien pendant un an, je peux estimer que j'ai perdu de l'argent. Par contre, il suffit qu'une fois je détecte un incident grave et que je puisse l'arrêter et qu'il n'y ait pas de conséquences. Et là, tout de suite, on comprend bien la valeur. Si on se replace dans le monde de l'OT, par exemple, c'est assez simple de calculer quel est le coût d'une attaque. Si j'immobilise un outil de production, c'est très simple à calculer ce que ça va me coûter. Donc là, on peut avoir un levier. Après, c'est pas des technologies non plus qui, en termes purement technologiques, ont des coûts prohibitifs. Après, comme ça a été dit, la technologie n'est pas une fin en soi. Il va falloir des gens qui gèrent ça. Il va falloir créer des faux profils. Il va falloir attirer. Donc effectivement, il y a des ressources à mettre à disposition pour que ces technologies soient efficaces. Donc le coût global de propriété il est effectivement supérieur à la solution en elle-même, mais on n'est pas sur des coûts complètement rédhibitoires et qui sont très largement inférieurs aux conséquences d'une attaque aboutie éventuelle. Et pourtant, c'est des technologies qui sont relativement peu utilisées en France encore aujourd'hui. Pourquoi? Alors, il y a deux phénomènes. Il y a le fait que c'est peu utilisé parce que les gens connaissent pas très bien. C'est vrai que c'est assez confidentiel et effectivement, il y a une certaine peur à dire finalement, j'ouvre mon système d'information, même si dans certains cas, ça peut être un système d'information à côté. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, Sabrine l'a dit, c'est que les gens qui l'utilisent, ils le disent pas forcément parce que ça diminue l'efficacité. Si je dis, j'ai mis en place des nœuds, venez voir, l'attaquant potentiellement, il sait que sur cette société, l'attaque qu'il est en train de mener, il l'amène sur un leurre et puis il va peut-être réfléchir autrement et trouver d'autres moyens. Donc, il y a ces deux phénomènes-là. Ce qui est clair, c'est que les technologies sont pas nouvelles. La déception en termes informatiques, ça existe effectivement depuis plus de 10 ans. Il y avait assez peu d'acteurs au départ, beaucoup d'acteurs plutôt israéliens, même si les premiers essais ont été menés au niveau de la DARPA, mais on était plus pas forcément dans des solutions diffusables et commercialisées, on était plus dans un monde un peu fermé. Aujourd'hui, il y a plus d'acteurs, il y a un peu plus d'intérêt, et c'est vrai que ça vient beaucoup par l'OT aujourd'hui, parce que justement, c'est quelque chose qui répond à une problématique qui est difficilement adressable autrement au niveau de l'OT. Ça ne veut pas dire qu'au niveau de l'IT, c'est pas utilisé, et il y a un certain engouement. Et les assises, c'était pas il y a pas si longtemps, et on a vu effectivement une demande forte au niveau de ces environnements-là. Bon, on a l'impression que c'est en train de décoller, effectivement. Déjà, je dis pas que je fais du leurre, déjà pour commencer. Mais oui, alors juste pour comme je disais, il y a un peu l'effet de mode, mais il y a aussi les technologies qui sont arrivées aujourd'hui, qui répondent vraiment à des besoins très très court terme. Je parlais tout à l'heure de l'EDR, notamment. Donc c'est vrai que c'est des solutions qui ont un peu masqué c'est des technologies qui ont masqué cette techno. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que aussi il y a la partie compétences. Au-delà de l'aspect technologique, oui, comme je disais tout à l'heure, on connaît les honeypots, les Deception depuis maintenant 2019, 2018 pour les premiers acteurs, donc c'est pas des technologies récentes. Mais il y a aussi le fait que les organisations sont montées en maturité sur tout ce qui est CTI. Parce que finalement, ce qui fait une bonne
deception, parce que le terme en anglais est un peu compliqué. Donc, une bonne implémentation de cette technologie, c'est finalement d'avoir des gens qui sont capables, et là, je vous invite quand même à prendre connaissance de tous les rapports qui sortent sur les attaquants, sur les entreprises qui publient aussi leur retour d'expérience sur les attaques qu'ils ont subies, parce que tous ces rapports-là, il faut les lire pour comprendre ce que je disais tout à l'heure. Quel est le vecteur, quel est l'accès initial, quelles sont la mode, là aujourd'hui on entend c'est le MFA, c'est le MFA fatigue, c'est la mode, c'est aujourd'hui puisqu'on ne sait plus envoyer des fichiers, donc on envoie des contenus via des fichiers ISO, voilà, donc il y a plein de nouvelles techniques qui arrivent, et donc ça c'est pour la partie initiale. Pour la partie latéralisation, bah voilà, il y a tous les outils qui sont à disposition, donc il faut analyser ça en continu pour adapter aussi les outils pour qu'ils soient aussi, je dirais qu'ils aient du répondant entre guillemets vis-à-vis des attaquants. Et ça nécessite vraiment des compétences spécifiques en CTI et en même temps sur cette nouvelle technologie. C'est-à-dire que la CTI, on a de nouveaux cas d'usage du CTI qui est d'aller alimenter la partie deception. Et ça, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui d'experts en CTI qui vont jusqu'à ce niveau de détail. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu juridique? Parce que finalement, on reste un peu dans un flou. On n'est pas sur de la défense active, hein, donc juridiquement, j'expose des ressources qui m'appartiennent. Alors effectivement, on peut se poser la question sur les faux profils ou des choses comme ça. Effectivement, maintenant, la personne qui vient sur le système d'information, même si c'est un leurre, il est quand même sous le coup de la loi qui interdit une introduction sur un système de traitement d'information qui ne vous appartient pas. Donc autant sur les parties défense active, on peut se poser la question. Enfin, d'ailleurs, en théorie, la question ne se pose pas. Mais autant sur ces systèmes-là, à part sur des effets de bord, effectivement, alors, je ne suis pas juriste, donc je ne saurais pas répondre exactement, mais est-ce qu'on est coupable d'avoir mis effectivement une fake news, finalement, hein, d'avoir donné une fausse information pour attirer quelqu'un sur le leurre? Bon, il y a cette zone-là qui peut être floue. Alors, il y a des pays où j'en suis sûr c'est interdit. Au Canada, c'est clairement interdit. C'est-à-dire proposer, je dirais, un outil qu'une personne peut exploiter. Enfin, ça l'était il y a quelques années. Je ne sais plus, parce que là-bas, parce que je ne traite plus le Canada depuis un bout de temps, mais en tout cas, je sais qu'à peu près en 2019-2020, c'était interdit. C'était considéré quasiment de l'incitation. Donc voilà, ça c'est donc il faut vraiment être très vigilant sur la partie juridique. Et effectivement, le sujet, moi, que j'ai toujours pas de réponse là-dessus, même des juristes chez moi, c'est l'exemple que j'ai cité tout à l'heure où je récupère les credentials d'anciens employés que je réutilise dans les leurs. C'est quoi le truc? Je le fais, je n'ai pas dit que je le fais, hein, encore une fois, je reste au conditionnel. Mais quelle est la valeur juridique, enfin, d'un point de vue juridique, pardon. Et ensuite, il y a le sujet finalement une fois que sur la deuxième, comme on parlait tout à l'heure de posture, lorsqu'on a l'attaquant qui est dans la place, on a son objectif, on sait ce qu'il veut faire, comment on traduit ça d'un point de vue juridique, avec tout ce qui est gestion de la preuve, il y a aussi tout ça à gérer. Donc, c'est encore à explorer. C'est vrai que je dirais que l'aspect technologique compte. C'est pour ça que je disais, excusez-moi, je suis un peu. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça relève de la doctrine parce que ça conditionne beaucoup de choses dans l'organisation. La dimension technologique dans cette approche-là, c'est 20-30%. Tout le reste, c'est du juridique, de l'organisation, des people, je viens de le citer tout à l'heure avec la CTI. Il y a tout ça qui structure autour de la deception. Ouais, d'un point de vue juridique, il y a deux questions. La technologie de déception en elle-même, elle est tout à fait autorisée et on peut la déployer sans problème. Les questions se posent sur la manière dont on attire l'attaquant, c'est-à-dire effectivement utiliser des faux profils. Il y a parfois on peut être à la limite de l'incitation. Donc là, effectivement, il y a un sujet juridique à creuser. La deuxième chose, c'est quand on a l'attaquant qui a mené son attaque presque jusqu'au bout au niveau du leurre. Donc, on connaît ses motivations, on sait qui il est, ou en tout cas, on a des traces. Est-ce que je dois porter plainte ou pas? Parce que finalement, j'ai pas d'impact puisqu'il a attaqué le leurre. Et donc, je peux couper. Voilà, il n'a pas attaqué le vrai système d'information. Pour autant, il a eu une activité illégale. Est-ce que je suis tenu finalement de lancer une procédure au niveau de la police ou de la gendarmerie? C'est une deuxième question qui se pose.
Je crois qu'on n'aura malheureusement pas de réponse ce matin, mais puisque c'était un petit peu le point de départ de la science, qu'est-ce qu'on peut envisager en termes de développement, d'adoption sur toutes ces technologies à court terme en tout cas? Alors moi, je vais donner la vision de l'éditeur, évidemment. Effectivement, c'est des solutions qui aujourd'hui, on sent un intérêt de plus en plus important. Alors, c'est pas la seule solution. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la déception, c'est pas une fin en soi, c'est complémentaire par rapport à un certain nombre de technologies préexistantes. Ça permet de couvrir des sujets importants, comme notamment les attaques ciblées, qu'elles soient étatiques ou pas. Hein, et aujourd'hui, c'est un pourcentage d'attaques qui augmente de plus en plus. D'une part parce que il y a beaucoup d'États qui deviennent de plus en plus actifs et il y a une guerre économique qui est quand même assez importante. Et puis d'autre part parce que le milieu de la cybersécurité s'est structuré et même les attaquants non étatiques, hein, les cybercriminels issus de la criminalité classique, ont accès à des attaques extrêmement sophistiquées, ciblées. Et du coup, le résultat est le même. On se retrouve face à des attaques qu'il est difficile de détecter et arrêter. Donc il y a un vrai intérêt autour de ça. Et après, d'un point de vue innovation et évolution, nous, on va travailler sur deux aspects. Un, avoir des leurres de plus en plus efficaces et avoir de plus en plus de types de leurres différents pour pouvoir simuler des environnements réels. Hein. Finalement, aujourd'hui, on est capable de simuler des équipements Schneider Electric, des communications Modbus, des pompes à insuline, enfin voilà, plein de choses qui fait qu'on colle à l'environnement réel. Ça, c'est le premier aspect. Mais finalement, c'est pas le plus compliqué. C'est assez simple d'émuler un certain nombre de solutions et de produits. Et puis le deuxième aspect, c'est sur le traitement des informations, c'est-à-dire mettre de plus en plus d'intelligence dans les solutions pour préserver les ressources et faire que les analystes aient des informations extrêmement concrètes, extrêmement synthétiques et très précises sur le cheminement de l'attaquant, la manière dont il se déplace, les tentatives de latéralisation, etc. Pour pouvoir au final avoir une solution qui permette une réaction pas forcément tous les cas, est extrêmement rapide, parce que après, comme ça a été dit aussi, l'automatisation, elle n'est pas forcément voulue dans tous les cas. Il y a des entreprises qui veulent justement laisser poursuivre l'attaquant parce qu'ils sont intéressés pour savoir qu'est-ce qu'ils viennent chercher. Moi, je dirais que ça va. Enfin, pour les organisations matures en termes de cybersécurité, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui devient nécessaire. C'est vrai sur les stratégies de détection, on pousse. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est sur des logiques taille aussi, signature, mais on voit bien que les attaquants changent de technique. Ils sont pas bêtes, hein, faut pas aussi, on n'est plus derrière l'adolescent boutonneux comme on essaie, voilà, quand on voit à la télé, mais on a des gens qui sont très intelligents, qui s'y mettent aussi. Enfin, le sujet des IOC aussi, c'est bon, il en faut, je dis pas qu'il en faut pas, mais ça devient plus l'outil idéal de détection. Donc, il faut continuer à en faire, ça clairement, hein, il faut aujourd'hui. Mais la deception pour les organisations, les grandes organisations, les organisations qui se considèrent comme étant ciblées ou ciblables entre guillemets, excusez-moi, c'est important de l'avoir. Et ça c'est la première chose. La deuxième chose aussi qui est intéressante lorsqu'on aura une très large adoption de cette technologie, c'est qu'on va complètement, en termes de défenseurs, on va complètement brouiller le débat. C'est-à-dire, du coup, les attaquants vont être dans une posture de savoir où est-ce que je suis, qu'est-ce qu'il y a, et donc, il y a un jeu, on va dire, je ne vais pas dire que la balance va aller dans un sens, mais là, on commence à rééquilibrer un peu le débat, parce qu'on va se mettre sur des postures un peu plus défensives, mais dans des notions vraiment militaires, là, puisque voilà, en introduction, tu l'as dit, c'est vraiment des approches militaires. Et là, donc, voilà, on est un peu mieux. Je dirais que sur cette capacité de détection de réaction, on s'arme un peu plus et on a du répondant. C'est le terme que je cherchais. On a du répondant par rapport à ça. Donc, ça, pour moi, ça devient nécessaire dans les grandes organisations et notamment les organisations ciblées. D'accord, donc de beaux jours devant la cyberdéfense pour la technologie de déception. Je vais voir s'il y a peut-être quelques questions dans la salle, parce qu'on commence à arriver au bout du... Non, ah, voilà. Micro. Bonjour, Nabil Diab, responsable cyberdéfense chez Alter Solutions. J'ai une question. Donc, vous présentez le système d'information réel et le système d'information de déception comme deux systèmes d'information distincts, ce qui implique que si un attaquant arrive sur le système, le leur,
on peut se permettre de leur laisser le temps de faire leurs actions et de les analyser. Mais dans le cas où il arrive dans le réel système d'information, la technologie est dépassée, on peut plus voir ce qui se passe. C'est ce que j'ai compris, en tout cas, par cette définition. Et derrière, moi, je comprends bien l'intérêt sur les attaques opportunistes, c'est sur les fuites de secrets, des vulnérabilités, etc. Mais qu'en est-il des attaques ciblées où on va souvent voir des initial access par du social engineering ou même des insiders, des personnes qui vont se faire recruter dans l'entreprise. Là, il y a une grande... ça arrive assez souvent, ce genre de scénario sur les attaques ciblées, et notamment étatiques. Comment on simule ça dans le cas de... Alors, il y a deux choses. Déjà, il faut. Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais le bon point, c'est vrai que le cas d'usage supplémentaire des deceptions, c'est aussi l'insider. C'est vrai, pour les personnes balayantes en interne, effectivement. J'avais oublié celui-là. En fait, il faut revenir, il faut reprendre. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien analyser les techniques d'attaque. C'est-à-dire qu'un attaquant, lorsqu'il va entre le moment où il est sur la place et le moment où il va atteindre son objectif, il va se passer du temps. Bon, aujourd'hui, ce temps se réduit. Hein. Je ne sais plus combien on en est aujourd'hui, on était 200. Les chiffres varient, mais c'est entre plusieurs dizaines de jours et plusieurs semaines. Donc, voilà, ça laisse du temps. Donc, c'est là où on va jouer. C'est là où il y a un intérêt pour le deception, même s'il est dans le système d'information. Ça, c'est la preuve. Même s'il est dans le monde réel, je dirais, pas dans le métavers d'à côté. Mais le sujet, il est là. Donc, il faut jouer sur ce moment-là, sur ces 10 jours à 3 mois, pour l'emmener là où on veut l'emmener. Et je suis d'accord. Après, c'est une question de posture. C'est-à-dire, on n'est pas obligé systématiquement de dire je le laisse faire ou c'est ce qu'on appelle, dans la gestion d'incident. Normalement, vous avez un moment dans votre, je dirais, dans votre arbre de décision, un point qui est la posture à adopter. Et c'est là où il faut décider qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on coupe ou pas? Parce que si c'est un criminel, si c'est le gars, il est en train d'essayer de déployer un ransomware, on va pas essayer de le suivre. On sait ce qu'il fait. Donc là, on peut couper. Si c'est quelqu'un qui est en train d'essayer qui passe d'une machine à l'autre, et on n'en a pas parlé tout à l'heure parce qu'on a aussi, on a parlé sur les honeypots actifs. On log tout ce qu'il fait. Donc lorsqu'on regarde ce qu'il est en train de faire, donc on voit bien qu'il est en train de chercher quelque chose. Donc c'est là où les honeypots aussi amènent un peu plus d'intelligence dans le cycle de décision. C'est-à-dire qu'on va analyser ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il tape en commande, qu'est-ce qu'il cherche. Voilà, et c'est ça qui va déterminer la posture. Donc, c'est un outil aussi d'aide à la décision, le honeypot, pour la posture. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, alors il y a une chose aussi, c'est qu'en général, on se débrouille pour que le système de leurrage soit un peu plus accessible que le vrai système d'information, de manière à ce qu'on ait plus de chances que l'attaquant soit sur celui-ci que sur l'autre. Et puis, on n'est pas obligé d'avoir quelque chose qui est complètement séparé. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des leurres actifs ou non au niveau du vrai système d'information, et on peut avoir un mix des deux. Donc, effectivement. Après, ça joue sur le fait de diffuser ce genre d'informations ou pas. Effectivement, si les gens en interne sont au courant qu'il y a un leurre, ils vont effectivement pas forcément se comporter de la même manière que s'ils ne le savent pas. D'où le fait aussi que c'est pas toujours communiqué que les gens utilisent ce genre de technologie, que ce soit pour l'interne ou pour l'externe. Il arrive. Bonjour. Vous présentez des technologies qui sont déjà très matures, donc qui coûtent très cher en organisation et en temps de construction, avec beaucoup de techno derrière. Ça peut faire peur d'aller jusque-là. Est-ce qu'il y a des étapes intermédiaires qu'on peut envisager? Est-ce qu'on peut imaginer des petites sentinelles, des Raspberry Pi déployées, je ne sais quoi, dans un premier temps? Oui, alors exactement, c'est-à-dire qu'il faut, il y a c'est pas que de la techno, c'est-à-dire mettre en place ce que je disais tout à l'heure, réutiliser les comptes des fuites de crête, ça coûte pas grand-chose. Vous avez besoin juste d'un cabinet qui vous fait la recherche et qui vous extrait cette liste-là, l'intégrer ensuite dans votre alerting, ça coûte pas. Faire déployer peut-être, par exemple, sur votre filer, dans une arborescence spécifique, certains fichiers avec une, on appelle ça une stratégie d'audit sur ces fichiers-là, de manière à ce que dès que quelqu'un ouvre ce fichier-là, ça sonne au niveau du SOC, ça coûte pas très cher.
Bon, après, après, il y a la partie en exploitation. Donc ça, on peut commencer par ces premières briques-là, justement, pour aider les équipes à monter en maturité sur le sujet. Alors, je ne vais pas mettre en avant, c'est pas le sujet, mais aujourd'hui, vous avez aussi, vous pouvez simuler des automates. Vous avez des librairies aujourd'hui en Python qui peuvent simuler des automates. Vous pouvez faire plein de choses au début. Mais à un moment, vous allez arriver à la limite de ces outils-là parce que derrière, il faut que ces composants-là vivent, bougent. Donc, c'est là où les technos, les produits, les solutions du marché amènent de la valeur. Mais vraiment, lorsque l'organisation atteint un certain niveau de maturité. Oui, tout à fait. C'est exactement le cheminement. Et même quand on arrive sur des technologies spécifiques déceptives, il est rare que le client mette en place l'intégralité du système d'information. C'est des choses qui se mettent en place graduellement parce qu'il y a un pendant entre la technologie et l'organisation derrière. C'est-à-dire que quand on met en place des leurres, il faut savoir comment on va exploiter les informations qui arrivent dessus. Donc en général, c'est rare qu'un client achète la solution, déploie 150 VM de différents types de leurres dans le système et mette ça en place tout de suite. C'est plus quelque chose qui va se mettre en place graduellement au fur et à mesure sur plusieurs mois ou plusieurs années de manière à arriver à quelque chose de plus en plus complet en fait. C'est pas quelque chose qui. Moi, j'ai pas d'exemple de mise en place complètement monolithique de l'intégralité d'un système d'information de l'heure à T0. En fait, c'est vrai, quand j'ai parlé tout à l'heure sur les compétences à avoir dans l'organisation, j'avais parlé de la CTI, mais il y a aussi une deuxième compétence qu'il faut acquérir dans l'organisation. Il faut que des gens sachent exactement comment fonctionnent les vrais systèmes. Donc, si vous avez quelqu'un qui ne sait pas comment fonctionne un Active Directory et il vous construit un Active Directory, c'est un peu, ça marchera pas. Donc, il y a le facteur, le facteur humain est très important dans la partie Deception. Et encore une fois, c'est une question de posture et de maturité des équipes. Oui, bonjour, Sylvain Cahoun, Nexter. J'avais une question. Si on a un piratage du leurre, comment gère-t-on le risque des effets d'une communication potentielle vis-à-vis de l'image de marque, par exemple, de la société? Alors, ça dépend jusqu'où on a été. On a laissé l'attaque sur le leurre se dérouler en fonction du contexte et des enjeux de la structure. On peut l'arrêter rapidement et du coup, il n'y a pas. Alors, se pose la question juridique après derrière. De toute façon, quelqu'un qui attaque le leurre à 95 ou un pourcentage très élevé, c'est quelqu'un qui est mal intentionné. Donc de toute façon, c'est déjà quelqu'un qui est dans une situation criminelle, puisque en France et en Europe, on n'a pas le droit d'accéder à un système d'information si on n'y a pas été légitimement autorisé. Donc la question, c'est est-ce que je porte plainte ou pas? En gros, c'est ça, ou comment je gère ces attaques-là? Non, c'est si lui communique en disant j'ai piraté telle société, regardez, il y a des fichiers, et l'image du coup que ça peut donner. Ah oui. Oui. Là, on est vraiment dans la posture. Là, chaque organisation, c'est pour ça qu'il faut travailler sa gestion de crise, parce que dans la gestion de crise, vous avez une composante qui est la communication, et pareil, même sur la communication, c'est une question de posture de l'organisation. Donc, il y a des organisations qui ont bloqué des attaques très tôt dans la kill chain et qui ont décidé de communiquer. C'est une question de posture. C'est vrai qu'en France, c'est pas une pratique de communiquer. Voilà, c'est comme ça. Il y a des raisons politiques, il y a des raisons aussi d'état d'esprit, en fait, de culture, de culture et d'habitude. Mais communiquer aussi à l'extérieur. Enfin, si un attaquant fait ce type de communication, on peut aussi dire, il y en a beaucoup d'entreprises qui n'ont jamais communiqué sur le sujet. Et pourtant, il y a eu des fuites, ils ont publié sur leur site, mais c'est une posture. Voilà, encore une fois. Oui, en France, effectivement, ça communique assez facilement dans les cercles fermés, mais publiquement, les communications sont assez réduites en dehors des obligations légales dans certains contextes, hein, effectivement. Mais et là, effectivement, c'est complètement une question de posture, mais c'est exactement la même question que ça soit sur le leurre ou que ça soit sur le vrai système d'information. Et la posture est la même. Je ne pense pas qu'il y ait des entreprises qui aient des postures de communication différentes entre le leurre et le système d'information. Je dirais même, dans l'absolu, ça vous aidera à savoir où est-ce qu'il était, par où il est rentré, justement. C'est un outil aussi d'aide. Il faut même limite dire, allez, vas-y, publie et on voit ce que tu fais. Et voilà, c'est juste, ça peut être osé. Mais encore une fois, c'est vraiment une question. Enfin, on ne parle pas. Enfin, moi, j'en ai parlé beaucoup. Je pense que j'ai parlé beaucoup de posture. Pour moi, la cyberdéfense, c'est aussi une posture de l'organisation. Et donc, il faut vraiment avoir une vraie doctrine, une vraie stratégie sur ces sujets-là, sur la communication, sur
la stratégie de détection, la stratégie de communication, la gestion de crise, c'est vraiment c'est un tout, quoi. Il y a des questions? Oui. Déjà une petite clarification tout à l'heure sur cette question de flou juridique. Le général Vatan-Anguar, qui donc pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais qui suit ça à distance, précise qu'en 2014, la Cour de cassation a reconnu qu'est légal un honeypot qui a permis de rassembler les preuves de la commission de fraude à la carte bancaire, d'en identifier les auteurs, aucun élément ne démontrant qu'il a eu pour objet d'inciter la personne qui l'ont consulté à passer à l'acte. Voilà, donc on a déjà un élément de réponse. Merci. Sinon, alors on a une question, y a-t-il des solutions de déception honeypot qui sont aujourd'hui certifiées ou labellisées ANSSI? Non, je pense pas. À ma connaissance, il n'y en a pas. Il n'y a pas si longtemps que ça, l'ANSSI était assez frileuse sur le sujet de la déception. Ça évolue un peu, mais il n'y a pas de produit labellisé aujourd'hui. Une autre question, est-ce que les techniques de déception modifient ou bouleversent la distinction entre lutte informatique défensive et lutte informatique défensive? Bon, on l'a écrit 2 fois, mais on a compris offensive, je pense. Non, nous on parle de défense active, mais pas de défense offensive. Le but du leurre, c'est éventuellement d'attirer, de voir le comportement. Le choix ensuite, alors on va reparler de posture encore. Hein. Le choix de répliquer quand il y a une attaque du leurre, c'est exactement le même choix que de répliquer quand il y a une attaque du vrai système d'information. En théorie, en France et en Europe, c'est interdit. Ça ne veut pas dire que personne ne le fasse, mais en tout cas, c'est interdit. Mais la déception en elle-même n'est pas active. En sens de répliquer vis-à-vis de l'attaquant. Ça permet simplement d'avoir une détection précoce. La question ou le flou, il est effectivement sur la manière dont on attire, et on peut attirer de manière plus ou moins active. On peut imaginer, par exemple, avoir des gens sur les forums qui postent des informations intentionnellement pour attirer des gens sur le leur. On est effectivement à la limite de l'incitation. Mais pour autant, la capacité des technologies de déception ou même des méthodes de déception qu'on met en place, elles ne sont pas actives et elles ne vont pas agir sur l'attaquant. Déjà, juste pour reclarifier, hein, le hackback, bon, déjà, il est interdit légalement, mais c'est je vais le dire un peu, c'est une très, très, très mauvaise erreur, enfin, une très, très mauvaise idée. Parce que finalement, si on fait du hackback, on ne sait pas qui est-ce qu'il y a en face. En face, ça peut être aussi un hôpital qui a servi de relais, ça peut être aussi une station d'épuration d'eau qui a servi, où on a le système de commande et de contrôle qui est dessus. Donc déjà, au-delà de l'aspect légal, faire du hackback, c'est super dangereux, même parce qu'on ne sait pas ce qu'on est en train de cibler. Des questions auxquelles on a déjà répondu en fait. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions dans la salle? Ah. J'ai une question sur les technologies de CyberRange qui servent pour les entraînements. Quel lien on peut faire? Parce que finalement, un environnement d'entraînement, à partir du moment où on émule un certain nombre de composants, pour tout à fait servir aussi pour de la déception. Donc là, il y a pas mal de techno sur le marché quand même aujourd'hui sur ça. En fait, oui. En fait, le point avec c'est comment le rendre suffisamment dynamique. C'est ça le sujet. Les CyberRange, il y en a pas mal, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors, peut-être que j'ai pas eu la chance d'en trouver, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont très, très dynamiques ou qu'on peut changer à volonté pour être plus attractif. C'est ça un peu. Mais oui, ça peut être aussi, il y aura peut-être une convergence entre les CyberRange et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que une déception technologie peut être utilisée dans le cadre, c'est un cas d'usage, c'est une bonne idée, c'est un bon cas d'usage. Par contre, dans le sens inverse, c'est peut-être il y a peut-être plus de limitations dans l'autre sens. Ouais, la partie CyberRange couvre la partie simulation. Donc effectivement, on a une simulation d'un système d'information. Après, il n'y a pas forcément d'intégrer les outils de détection et de corrélation d'informations. Mais effectivement, il peut y avoir une convergence entre les deux parce qu'inversement, on peut utiliser une technologie de déception comme outil de formation et effectivement, puisqu'on va être capable de simuler des environnements très divers au sein d'une même solution. Mais c'est effectivement, il y a une partie de recouvrement entre les deux, clairement.
Si, alors s'il n'y a plus de questions, je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'on est juste... Ah si, pardon, une petite dernière question. La dernière, c'est toujours la plus dure. Bonjour à tous, Julien Champion, consultant en cyberdéfense. Alors, je ne vais pas trop me permettre de poser de questions, mais plutôt d'apporter des compléments sur ce qui a pu être dit, et notamment de remettre un léger focus quand même sur le concept aujourd'hui de la cyber deception, parce qu'on est vraiment sur une stratégie, comme vous l'avez dit, qui vient du monde militaire, et surtout pour toute entreprise, et c'est vrai que je viens contredire légèrement ce que vous avez pu nous expliquer, on est vraiment sur quelque chose qui peut s'appliquer pour toute entreprise, de toute taille, de tout secteur, à partir du moment où on a connaissance de nos risques et de nos menaces, de mettre en œuvre aujourd'hui une stratégie qui va utiliser des technologies de deception de tout niveau. On peut partir, comme vous l'avez expliqué, hein, justement d'un document, et après d'avancer au fur et à mesure sur la construction soit de nos propres systèmes via CyberRange ou via d'autres choses, voire même l'utilisation de solutions open source, et d'avancer là-dessus, et là j'ai peut-être aussi complété, sur les solutions commerciales, par exemple, de plateformes de deception qui vont venir apporter cette capacité d'automatiser et d'orchestrer en fait le déploiement des stratégies sur les environnements. Mais si une organisation est capable de faire son analyse de risque et gérer sa menace, ça veut dire qu'elle est mature. Donc, c'est vraiment une question de maturité avant tout. Hein. Une question de maturité ou d'intérêt, comme on l'a dit, une entreprise de taille moyenne qui s'intéresse à sa cybersécurité et qui souhaite mettre en œuvre, comme vous l'expliquez, un document piégé ou ce genre de choses, peut déjà mettre en œuvre de la deception avec une technologie certes limitée, mais elle le met en œuvre. Oui, non, c'est vrai. Après, comme le disait Sabri, c'est une question de maturité. Aujourd'hui, je suis pas convaincu, enfin, je suis même convaincu de l'inverse. Il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises qui n'ont pas cette maturité suffisante pour aller vers ces technologies-là. Et puis surtout, ce qu'il faut bien voir, c'est que aujourd'hui, les technologies de déception, ça couvre une partie des attaques, mais finalement pas la plus grosse partie des attaques opportunistes. Et je pense que en termes de moyenne entreprise, aujourd'hui, il y a des travaux à faire sur d'autres sujets. C'est-à-dire, avant de s'occuper des 20% d'attaques, il faut peut-être bloquer les 80%, on va dire standards et simples. Après, effectivement, les technologies peuvent être déployées dans tout type d'environnement, et c'est au-delà de la taille, c'est plus une question de maturité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas en France, et je pense qu'en Europe, on est à peu près partout dans la même situation, plus les entreprises sont petites, plus elles manquent de maturité en matière de cyber. Et de personnes pour opérer tout ça. Exactement. Et ma question, finalement, c'est qu'est-ce que Fortinet propose ou proposera sur la partie Deception à l'avenir? Alors aujourd'hui, on a déjà une solution qui s'appelle FortiDeceptor, qui permet d'émuler pas mal de choses et d'avoir toute cette plateforme de cyber deception, qui peut être mis en place de manière très simple avec quelques émulations ou des choses beaucoup plus complexes, avec des notions de miettes de pain, avec des notions de tokens qu'on va mettre sur des vrais équipements pour justement simuler de l'activité, du trafic, enfin faire que cet environnement vit. Et aujourd'hui, on continue de développer là-dedans. Alors on développe, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur deux sujets. Sur les émulations, on va apporter de plus en plus d'émulations. Aujourd'hui, on a pas mal de choses au niveau de la santé et de l'OT, mais il nous manque encore des choses et on va donc en rajouter. Et puis surtout, de travailler sur la partie capacité, intelligence finalement de la solution, c'est-à-dire limiter les ressources dont on va avoir besoin pour exploiter la solution. Les ressources qui vont définir les règles de déception, finalement, celles-ci, on en aura toujours besoin parce que c'est pas la solution qui va définir ce dont vous avez besoin. En revanche, une fois que vous savez quels sont vos risques, que vous les surveillez, etc., on peut, avec de l'intelligence artificielle, mettre en place des mécanismes qui vont limiter les ressources qu'ils vont exploiter. Et aujourd'hui, on manque de personnes dans les petites entreprises, mais aussi dans les grandes. C'est compliqué pour recruter dans le domaine cyber partout. Donc effectivement, il faut des solutions qui soient simples à exploiter et qui limitent les charges, en tout cas sur les choses qui ont peu de valeur ajoutée. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette fois, on va s'arrêter là. Merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis Livestorm. Donc le replay, comme je le disais, sera disponible après si vous voulez revoir cette séance. Merci à vous, Christophe Auberger et Sabri Kemissa, d'avoir participé à cette discussion ce matin. J'espère que vous êtes tous repartis avec des bons conseils pour mieux sécuriser vos assets en tout genre. Et je vous rappelle aussi le prochain petit déjeuner le 22 novembre. Sur un thème qu'on vous communiquera rapidement. Voilà, d'ici là, n'hésitez pas à suivre notre actualité sur InCyber et merci encore à tous les deux.